C'est une fonction d'anticipation du futur. C'est comme si quand les sens ne fonctionnent plus pendant la nuit, nous n'entendons plus, que nous voyons plus, nous tournons à l'intérieur et c'est là que le cerveau fait des esquisses des possibilités de solutions futures. Ils ont maintenant découvert au Max Planck Institut à Cologne que le cerveau travaille pendant le rêve avec 30% plus d'énergie que pendant le jour. Même si Einstein, avec la plus grande concentration, calcule ses formules, il emploie moins d'énergie cérébrale que pendant un rêve. Le rêve, c'est donc un maximum d'achèvement cérébral dans l'être humain, et ça a un sens. Nous savons aussi que si on déprive les gens des rêves, ils meurent ou ils deviennent schizophréniques. Ça a donc une fonction vitale. Et cette fonction vitale était toujours connue par les peuples. Et c'était encore au Moyen-Âge, chez nous, l'Église catholique parlait de somnia deo missa, de rêves envoyés par Dieu. Jung a redécouvert cette vieille vérité qui existait toujours, que le rêve, au fond, a une sagesse plus grande que notre sagesse diurne, et que quand nous sommes dans un problème difficile, nous devons tourner à nos rêves. Le rêve a un effet bénéfique, même si on ne le comprend pas, mais si on supporte son sens avec la compréhension, alors il devient plus efficace. Et c'est pour ça que nous, au moins les Jungiens, nous employons surtout le rêve dans la thérapie. Si un patient est dans une difficulté sans issue, nous tournons vers ses rêves, nous analysons ses rêves, et là nous découvrons souvent les esquisses d'une solution future. C'est comme si une intuition du futur était contenue dans le rêve. Le rêve ne peut pas se laisser manipuler. Je dois admettre qu'il y a des gens qui disent qu'ils peuvent manipuler leurs rêves, que s'ils rêvent quelque chose de désagréable, ils peuvent le détourner ou comme ça. Mais ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais, avec une investigation plus exacte, j'ai jamais trouvé une preuve de ça. Normalement, nous avons même peur de rêver de certains motifs, nous avons peur de certains cauchemars et ils viennent quand même sans que nous puissions les influencer. Donc le rêve, pour nous, est un phénomène naturel. C'est comme uriner ou c'est une production vitale de notre ensemble dont nous ne connaissons pas les racines, mais nous voyons qu'il y a un instinct profond et salutaire qui s'exprime dans le rêve. Et c'est pour ça que nous l'employons pour la thérapie. Parce que si quelqu'un suit ses rêves, il suit son instinct. Tandis que les gens qui refusent leurs rêves, ils vont contre eux-mêmes, ils vont contre leur instinct le plus profond. Alors c'était naturel pour moi de me dire, après tout ce qu'on a dit de la mort, il y a une vie après la mort, il n'y a pas de vie après la mort, et toute la littérature que nous avons maintenant sur la mort aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi personne ne regarde les rêves? Qu'est-ce que les rêves disent de la mort? Et comme j'ai connu Jung, je savais que Jung était très intéressé aux rêves qui s'occupaient de la mort, de sa propre mort, de la mort du rêveur, mais aussi de la mort des gens dans l'entourage. Et nous voyons, si nous analysons des gens, que les rêves prennent en compte la mort d'une façon très, très grande. Et souvent, on peut prévoir la mort immédiate même. J'ai dans mon livre un cas d'un médecin qui avait un rêve initiatique dans l'analyse et qui était encore un homme relativement jeune, dans les cinquantaines, où le rêve prédit qu'il va mourir. Je ne le lui ai naturellement pas dit, mais j'ai fait une note dans ma tête. Je me suis dit, mon Dieu, il n'y a pas de futur, c'est fatal. Et vraiment, après quelque temps, il est mort d'une grippe, tout à fait soudainement. Donc c'était une infection qu'il n'avait pas encore. C'était pas comme s'il avait eu déjà un cancer secret que personne ne connaissait. Donc, l'inconscient, c'est le futur. Il le prédit des fois dans le rêve. C'est pour ça que nous tournons vers les rêves. Et alors je me suis dit, qu'est-ce que la nature, au lieu d'avoir une opinion ou religieuse ou athéiste ou matérialiste, de dire avec la mort tout est fini, ou de dire il y a une vie future après la mort, d'une fois mettre toutes ces disputes à côté et de dire qu'est-ce que la nature nous dit de la mort. Qu'est-ce que les faits du rêve nous disent de ça? Et là, j'ai découvert, et ça confirme ce que Jung a dit oralement et qui est là aussi exprimé dans les lettres, mais qu'il n'a pas tellement dit dans ses écrits officiels, que l'inconscient croit dans une vie future, que les rêves tous pointent vers une continuation de la vie.
Jung a trouvé que la façon la plus objective, au lieu de faire des théories du rêve, vous savez qu'il y a beaucoup d'écoles psychologiques qui ont différentes théories du rêve, au lieu de faire une théorie, Jung a eu l'idée de simplement amplifier le rêve, c'est de dire d'élargir les motifs. S'il y a le motif de la plante, dire quel rôle symbolique est-ce que la plante joue dans les fantaisies, dans les mythes de l'humanité entière. S'il y a un oiseau, qu'est-ce que l'oiseau a toujours été dans les religions, dans les mythes, dans le folklore, dans les rêves d'autres personnes, etc. De simplement comparer beaucoup de motifs. Et si on élargit, amplifier veut dire élargir, rendre plus ample, avec des associations générales. Si on amplifie les motifs, alors tout à coup on reçoit une intuition, on voit où le tout va. Si vous vous rappelez par exemple le rêve que je raconte, qui est tout à fait court, d'un champ de blé qui est détruit par une troupe de taureaux. C'est seulement une esquisse. C'était un homme qui avait été informé par le médecin qu'il avait des métastases partout d'un mélanome sarcome, donc il savait qu'il était perdu, qu'il devait mourir. Il ne croyait à rien, il était athéiste, matérialiste, et il ne croyait pas à une vie après la mort. Il avait un choc affreux. Alors le rêve est un tout petit esquisse, il y a un champ de blé qui est détruit par un troupe de taureaux, et une voix dit ça repoussera des racines. Alors, naturellement, comme il bloquait émotionnellement, il ne comprenait pas le rêve. Mais si on amplifie, et vous voyez ça dans mon livre, l'image de la végétation détruite qui recroît est une des images préférées du rêve qui concerne la mort. Comme pour dire, la végétation, par exemple, un arbre, si vous regardez un arbre meurt chaque automne en partie. Les feuilles tombent, meurent, mais l'arbre reste et ça repousse. Et comme ça, il y a aussi beaucoup de plantes qui disparaissent pendant l'automne et repoussent des racines du rhizome, comme Jung l'appelle, nouveau en printemps. Et ça, c'est une image que l'inconscient emploie souvent avec la mort, comme pour dire la disparition de la personne dans la mort n'est pas totale. Il y a quelque chose qui reste dans le souterrain, pour ainsi dire, dans l'inconscient ou dans la psyché, où nous ne savons pas où, et de là, la vie retourne. Et comme ça, si on amplifie ethnologiquement et mythologiquement les rêves, on peut trouver ce que l'inconscient veut nous dire concernant la mort. Et ça, c'est important parce qu'on voit que quand les gens croient, font confiance à leurs rêves, s'ils ne rejettent pas les messages de rêve, ils meurent beaucoup plus tranquillement. C'est comme Jung dit, c'est incertain, ce n'est pas une preuve d'immortalité. Ce n'est pas assez certain ce que nous voyons dans les rêves et ce n'est pas assez clair pour dire qu'il nous donne une preuve de l'immortalité de l'âme. Mais il nous donne un sentiment instinctif que probablement il y a une vie qui continue. Et si nous donnons crédit, si nous faisons confiance à ça, nous mourrons en harmonie avec notre instinct. Et ça, c'est un grand avantage. Parce que là, nous sommes en harmonie avec nous-mêmes, nous ne combattons pas, nous ne sommes pas étrangers à nous-mêmes. C'est pour ça que, généralement, si on analyse quelqu'un qui se meut vers la mort, nous voyons que ça leur donne une grande consolation et que ça les calme si on leur interprète les rêves. Moi, si j'ai affaire avec un patient qui doit mourir, je ne lui dis jamais « tu dois croire à une vie après la mort, ça continue ». Je mets seulement l'accent sur le rêve et ce que le rêve veut dire. Je vois toujours comme leur visage change et comme il y a un sentiment d'harmonie, de calme qui se répand sur la personne. Naturellement, il y a des gens qui ne veulent pas l'accepter. Cet homme avec le mélanome sarcome, il n'a pas voulu accepter mon interprétation. Alors je n'ai plus rien dit. Il a le droit de penser ce qu'il veut. La question la plus naïve qui m'a tourmentée, c'est la question « Est-ce que la conscience individuelle est préservée ?» L'humoriste allemand dit « La doctrine de la réincarnation est très douteuse parce que est-ce que je pourrais encore dire « c'est moi ?» Et moi je dis « Qu'est-ce que ça m'aide l'immortalité si je ne suis pas là pour la goûter ?» Il me semble que les rêves que j'ai pu collectionner
montre que quelque chose de l'individualité reste. Donc, que je peux dire que ce sentiment d'identité individuelle que nous avons pendant notre vie semble continuer après la mort. Nous ne savons pas si ça continue pour longtemps, mais ça certainement semble, après la mort cérébrale, continuer encore le moment de la mort. C'est ça, une des questions essentielles. Mais d'autre part, ce que nous savons qui est sûr, c'est que le corps est de matière grossière est détruite. Nous savons ce qui arrive dans le crématoire et dans la tombe. Il est décomposé. Et nous savons aussi, il semble, ou au moins d'après les rêves, c'est probable, que le moi quotidien, ce qu'on pourrait appeler le petit moi, le moi qui dit maintenant je dois aller acheter de la salade et demain je dois visiter madame telle et telle et après-demain je ferai ceci. Ce moi qui s'occupe de choses futiles semble disparaître dans la mort. Mais il y a un moi que j'ai appelé le moi purifié ou le moi essentiel. On pourrait aussi appeler ça le moi essentiel, qui semble être, d'après les rêves, préservé. Et ce moi essentiel, il est en partie identique avec ce que Jung a appelé le soi. Le soi, pour Jung, est la totalité inconnue de la psyché, et c'est aussi la base du moi individuel. Réfléchissez seulement un moment du fait que notre moi s'éteint chaque soir quand nous nous endormons, et qu'il se réveille de nouveau identique. Qui est-ce qui a préservé cette identité du moi pendant la nuit? Moi, quand j'étais jeune, je me suis souvent dit, pourquoi est-ce que je suis encore moi-même quand je me réveille le matin? Pensez seulement à l'idée, on pourrait faire une science fiction, que vous vous réveillez un matin et que vous pensez que vous êtes quelqu'un d'autre. Vous avez perdu votre identité. Il y a quelque chose, une fonction psychique qui préserve l'identité du moi. Cette fonction psychique qui préserve l'identité de moi a à faire avec la homéostase complète du psychisme humain. Et c'est ça que le centre régulateur de l'âme, que Jung appelle le soi. Et le soi et le moi sont en partie identiques. Les hindous ont su ça, c'est pour ça qu'ils parlent de l'atman individuel, qui a à faire avec le moi chez eux, et l'atman transpersonnel ou universal qui sont identiques. Et dans la mort, il semble que le moi est transformé. Ce n'est pas tellement insolite parce que nous sommes, surtout dans la psychothérapie, nous sommes les témoins très souvent d'un changement profond du moi dans une personnalité. Tous connaissent par exemple le changement profond qui prend place pendant la puberté, le changement profond qui prend place pendant le milieu de la vie, qui prend place pendant des maladies sévères, etc. Les gens sont transformés. Ils sont les mêmes et quand même plus les mêmes. Ils ont changé. Et dans la mort, il semble que nous serons les mêmes et quand même plus les mêmes. Nous serons changés d'une certaine façon. Toute la futilité, toute l'occupation avec les faits extérieurs ne fonctionne plus. Nous nous défaisons de ce côté. C'est là une séparation en partie aussi très pénible. Il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés de se séparer de la vie extérieure, du monde des émotions, des désirs, des attachements intéressés. Ce qui reste dans l'ego purifié semble être seulement quelque chose d'éternel, quelque chose d'impérissable. Jung a découvert qu'au fond, depuis le milieu de la vie, quand nous avons atteint le sommet de la vie extérieure, physiquement et biologiquement et sociologiquement, commence un procès de préparation vers la mort, un procès de maturation intérieure. Et ça montre que la mort n'est pas quelque chose de soudain qui arrive à la fin de notre vie. C'est un opus magnum, une grande œuvre. Et l'effort que nous faisons, la prise de conscience, et c'est ça l'essentiel, est tout à fait important. On peut dire donc que depuis le milieu de la vie, nous commençons à vivre vers cette éternalisation. L'image la plus simple et la plus convaincante que je vous trouverai dans certains des rêves que je cite, c'est l'idée du fruit. Qu'à la fin de notre vie reste un fruit qui sera préservé dans l'éternité, dans une librairie ou dans une grange ou comme ça. Ce fruit, c'est au fond, psychologiquement, on pourrait dire le résultat de nos efforts de prendre conscience.
Donc, d'après Jung, il y aurait deux sens de la vie. Il y a un sens de la vie, de vivre la sexualité, de vivre la carrière, de vivre l'activité sociale, de jouir de la vie, de cette vie, c'est notre tâche. Nous voyons que si des enfants ne veulent pas quitter leurs parents et se refusent à la vie, ils deviennent névrotiques. Et souvent, dans des analyses de jeunes gens, on doit leur aider à apprendre à vivre. Jung a dit une fois en riant, nous avons des écoles, beaucoup d'écoles pour préparer les jeunes à la vie, mais nous n'avons pas d'école pour préparer les vieux à la mort. Et nous devons maintenant fonder des écoles pour préparer les vieux à la mort. Et c'est un procès qui commence au milieu de la vie. C'est un procès de prise en conscience. Et là, nous avons déjà tout ce problème du sacrifice de ce qui est futile, de sacrifice des pulsions immodérées. C'est tout un effort de maturation vers une sagesse une balance intérieure. Et c'est ça alors qui résulte dans ce que les rêves appellent le fruit qui est gardé dans l'autre vie. Je pense maintenant à un rêve d'un homme qui, à 60 ans, a recommencé une relation avec une prostituée et qui se sentait terriblement libéré et heureux, enfin un peu de vie qu'il peut encore vivre. Et alors il rêvait qu'il allait à cheval sur un chemin et tout à coup il arrivait vers un abîme et une voix disait « Ce chemin ne continue plus ». Vous voyez donc que la nature est des fois très brutale. Et alors, généralement l'être humain ne sacrifie rien qu'il ne doit pas sacrifier. Mais alors, il y a le moment où on doit sacrifier, où on voit à l'intérieur la sublimation dans le sens freudien est aussi très optimiste. On fait un effort raisonnable et tout est résolu. Si on voit que la sexualité n'est pas raisonnable, on la surmonte. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. C'est un procès très pénible. Mais ce qui est consolateur, c'est que la nature elle-même fait la sublimation. La nature elle-même nous conduit vers le sacrifice. Jung, dans ses mémoires, dit « J'ai jamais perdu le sentiment qu'il y avait quelque chose avant ma vie terrestre et qu'il y a quelque chose qui viendra après ma vie terrestre. Que la vie que nous vivons, la vie temporelle que nous vivons comme une identité personnelle, comme Marie-Louise von Franz, comme Monsieur Métra ou comme ça, est seulement un fragment et que ça a un commencement qui va beaucoup plus loin et une fin qui va beaucoup plus loin. Les gens qui croient encore à quelque chose de divin et qui sont encore insérés dans un ordre religieux, pour eux, le sacrifice, c'est quelque chose d'évident, c'est quelque chose avec lequel nous exprimons notre participation à ce pouvoir plus grand que nous. Tandis que l'homme moderne, qui a souvent perdu cette connexion, alors la chose lui est arrachée. Mais ça, c'est un grand avantage. Parce que si quelqu'un vient chez nous, par exemple, et qui dit « ça et ça m'a été arraché et je ne comprends pas pourquoi », alors nous regardons les rêves et les rêves pointent sur le fait que c'est le soi qui arrache. C'est pour ça que chaque perte dans la vie est au fond une possibilité de découvrir le soi et de redécouvrir l'ordre spirituel dans lequel nous appartenons. C'est ça, par exemple, le fait le plus fréquent dans les psychothérapies de la seconde moitié de la vie. Les gens viennent chez nous parce qu'ils ont subi des pertes, ils ont perdu leur femme, ils ont perdu leur carrière, ils ont perdu leur capacité d'écrire ou quoi que ce soit, leur sexualité. Et en analysant les rêves, nous pouvons leur montrer que c'est un facteur plus grand en eux et qui fait sens, qui leur a pris la chose. Et que s'ils le sacrifient, s'ils acceptent l'arrachement, il y a un sens tout à fait différent. Ils découvrent alors qu'ils sont insérés, qu'ils sont soumis à quelque chose de plus grand en eux-mêmes, à un centre psychique qui guide leur vie. C'est pour ça que le mystère du sacrifice est le plus grand et c'est encore le plus grand dans la messe catholique. Vous avez tout ça exprimé, par exemple, dans la messe catholique, seulement les gens ne le comprennent plus en général. C'est une expérience
Chaque arrachement, si nous en voyons le sens, est une expérience du divin. Jung a même une fois défini qu'il définit Dieu est quelque chose qui nous contrecarrie en nous-mêmes. Nous nous heurtons contre le Dieu intérieur. Mais ça fait tout le changement si nous changeons notre attitude, si nous disons oui à l'arrachement, au lieu de nous débattre d'une façon infantile, alors un sens se révèle dans ces choses. Et c'est ainsi, si nous voyons la mort seulement comme un arrachement de la vie, c'est une catastrophe, c'est quelque chose que nous remettons, que nous tabouisons, que nous réprimons, que nous ne voulons pas entendre et voir. Et que si nous disons oui à la mort, il y a un sens secret qui se révèle par les rêves. On peut dire en général aujourd'hui ce qui est reconnu, c'est que nous consistons d'énergie physique. Notre corps est physical, vu du point de vue de la physique, est une compilation d'énergie, une concentration d'énergie atomique ou subatomique finalement, qui se désintègre à la mort. Et nous, dans la psychologie, nous parlons, et ça c'est aussi plus ou moins admis, de énergie psychique. Si je dis « oui, je vous aime bien » ou si je vous dis « je vous aime », il y a une différence d'énergie. Seulement, cette différence d'énergie, nous ne pouvons pas la mesurer. Nous la mesurons avec notre sentiment. Par exemple, dans les heures thérapeutiques, on sent tout de suite quand le patient dit quelque chose que maintenant est très important pour lui. Il y a une petite hésitation, il y a une différence d'expression, il y a quelque chose dans la voix qui change et maintenant... Alors on est tout à fait alerte, on dit maintenant quelque chose d'important vient. Maintenant il ou elle dit quelque chose d'important. Dans ce sens, nous parlons d'énergie psychique. Il y a des problèmes dans lesquels les gens investissent une énorme énergie psychique et d'autres ils n'investissent pas. C'est l'intérêt, la participation sentimentale, etc. C'est de l'énergie psychique. Alors, vers la fin de sa vie, Jung a fait l'hypothèse que peut-être, et ça c'est seulement une hypothèse pour le moment, l'énergie psychique et l'énergie physicale sont deux formes différentes de la même énergie, qu'il y a une énergie cosmique, pour ainsi dire, qui ou se manifeste comme énergie physicale, qui est mesurable et dont s'occupent les physiciens. Et l'autre, c'est l'énergie psychique, comme nous l'observons tout le temps dans les contacts humains, dans la psychologie. Alors, le problème, c'est où sont les formes de transition? Et là, Jung, vers la fin de la vie, est venu à... Il a toujours cru au subtle body, au corps subtil, qu'il y a entre le physique grossier et l'énergie psychique, le psychisme pur, qu'il y a une forme au milieu qui est entre les deux. Mais il a hésité d'en parler parce qu'il ne trouvait pas de preuves irréfutables pour le prouver, des faits. Maintenant, il y a une grande tradition dans les religions de l'Asie et aussi en partie dans le spiritualisme et dans le gnosticisme de l'Est, qu'il existe un certain corps subtil. Ça a été toujours la doctrine, encore jusqu'au XVIIe siècle chez nous. Mais c'est une idée métaphysique, on n'en trouvait pas les preuves pratiques. La seule preuve pratique à la fin de sa vie, Jung a publié dans une lettre est le fait que nous ne sentons pas ce qui arrive dans notre corps. Il y a d'énormes procès physiques que nous ne sentons pas. Nous ne savons pas ce que notre foie fait. C'est un processus caché. Jung a dit ça semble prouver qu'il y a quelque chose entre le psychisme et le corps grossier qui bloque, pour ainsi dire, le contact. Moi, je suis complètement convaincu de l'existence du corps subtil parce que je suis un peu médiale et que, par exemple, dans les heures thérapeutiques, si quelqu'un a des résistances contre moi et qu'il ne me les dit pas, les gens, des fois, ils vous critiquent ou ils ne sont pas d'accord avec vous et ils n'ont pas le courage de vous le dire. Je sens toujours un bloc entre moi et l'autre, physique. Et ça m'énerve, ça me fait vibrer physiquement, sans le nez. Alors je dois dire, mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui bloque. Et je le sens physiquement. C'est le corps subtil entre nous et l'autre, pour ainsi dire, qui parle. Ce n'est pas physique grossier, c'est quelque chose de physique. Quand on est sensibilisé à ces choses, on sent ça quand la personne vient dans la chambre.
On sent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et du reste, en Chine et au Japon et partout, ils parlent d'énergie qui. Et qui veut dire énergie physique et énergie psychique. Ils ont un concept unitaire de l'énergie. Et au fond, ce que je propose et ce que Jung a proposé dans cette lettre que je cite à Raymond Smithies, de retourner à une hypothèse que l'énergie est psychophysique. Et que dans la mort, alors, il y aurait une séparation de l'énergie grossière du corps qui se décompose et elle se retire, pour ainsi dire, dans le psychisme. C'est pour ça qu'autour de la mort des personnes, il y a souvent des phénomènes parapsychologiques. La montre s'arrête, une image tombe du mur, ou il y a un objet préféré se casse. Il y a des transitions lentes, surtout quand les gens sont très âgés. J'ai maintenant fait un expériment qui continue ce que j'ai publié dans le livre. Un élève de moi a rassemblé des rêves où il s'est concentré sur des rêves où des morts apparaissent dans les rêves des vivants. Et il a choisi quelques rêves, comme moi je l'ai publié dans mon livre, il a choisi certains rêves. Par exemple, lui-même, il rêve souvent de son père mort. Et il a choisi quelques rêves, il a dit ça c'est vraiment mon père, et là c'est seulement l'image de mon père en moi-même, le père subjectif, intrasubjectif en moi-même. Et il m'a soumis la série, sans me dire lesquels il pensait était l'autre, et nous avons choisi complètement la même chose. Nous étions tout à fait d'accord. Donc, ce que nous appelons les rêves objectifs, les rêves qui semblent vraiment démontrer l'apparition du mort dans le rêve et pas l'image intrasubjective que j'ai du rêve, du mort. Il y a une nuance, il y a une qualité différente qu'on peut sentir. Du reste, les peuples primitifs, en général, ils croient toujours que les morts apparaissent les morts qui apparaissent dans les rêves sont objectifs. Mais c'est là où il y a la grande confusion. Parce qu'il y a des gens qui rêvent chaque nuit de leur papa et de leur maman morts. Et c'est purement subjectif. C'est leur complexe mère ou leur complexe père dont ils rêvent. Et dans la pratique psychothérapeutique, nous prenons rarement en considération le mort objectif. Nous disons toujours, oui, ça c'est ton complexe père ou négatif ou ton complexe mère qui t'apparaît. Jung dit qu'il y a aussi des répétitions beaucoup plus tard, après 20 ans, 30 ans, mais ils sont rares. Généralement, ces apparitions du mort objectif, si nous voulons l'appeler comme ça, arrivent quelques semaines après la mort. Généralement à peu près 6 semaines. Pendant 6 semaines, il y a une présence immédiate qui après s'évapore, pour ainsi dire, lentement. Il y a des visions dont on a le sentiment qu'ils nous parlent d'une autre réalité, de l'au-delà, ou comment nous voulons l'appeler. Déjà, l'Église catholique s'est tourmentée avec ce problème. Il y a des somnia deo missa, des rêves envoyés de Dieu, et des rêves qui viennent de l'indigestion, comme ils disent. C'est un sentiment de qualité. Nous n'avons pas de critères scientifiques pour faire une différence. C'est pour ça que aussi, il y avait toujours dans les procès de sanctification d'un saint, il était toujours le problème, est-ce que c'était une vraie vision ou est-ce que ce n'est pas une vision métaphysique? Et c'est la même chose chez tous les peuples. On peut seulement décider ça avec une certaine intégrité de la fonction du sentiment. Le décider, c'est intellectuellement. Et il y a des rêves Lorenz van der Post raconte une histoire tragique d'une tribu qui avait un visionnaire, un medicine man visionnaire, et qui a rêvé que la tribu devait tuer tous ses animaux et aller vers la mer. Ils ont tué tous leurs animaux, ils ont quitté leur pays, ils sont marchés vers la mer, ils ont tous péri. Donc c'est ça où le problème de l'interprétation devient si difficile. C'est une question de vie et de mort, de trouver la juste interprétation. Les rêves peuvent si nous les interprétons mal, ils peuvent nous mener à des catastrophes. Un côté infantile dans nous, et que moi j'aime appeler concrétiniste, veut toujours interpréter les choses littéralement,
Alors nous sommes dans un paradis, comme le paradis de l'islam, avec des houris et des bons dîners et tout ça. Tout ça, c'est du symbolisme, et nous devons le comprendre symboliquement et ne pas le prendre au concret. Autrement, c'est simplement infantile. Mais là, il y a encore la grande tâche de la science future de différencier le jugement de ces symboles et de l'interprétation de ces symboles. C'est le grand mystère avec lequel nous sommes toujours encore confrontés. Et nous sommes confrontés tous les jours dans notre pratique